Bonjour chers auditeurs et bienvenue à ce rendez-vous matinal de C'est Politique sur la 107.1 Central FM qui a le plaisir de recevoir aujourd'hui Papa Latir Ndiaye, président de l'Alliance pour la solidarité communale. Papa Latir, bonjour. Bonjour mon cher Aline, avec beaucoup de fierté que je me mets en face de vous pour un exercice que je vais juger à la fois facile et périlleux parce qu'étant en face d'un ancien étudiant brillant et un professeur excellent, et donc permettez-moi de lancer un bonjour aux Sénégalaises et aux Sénégalais, auditrices et auditeurs de la Central FM, qui est ma radio. Mais je vais déroger à la règle pour saluer d'abord les membres de Central FM, en commençant par Babacar Diop, notre doyen. Doyen parce que quand j'étais dans une école de communication pour apprendre le journal et la communication, on nous disait qu'il fallait donner la primeur aux doyens. Voilà pourquoi je ne suis pas passé par mon jeune frère directeur de Central FM, qui est la radio d'innovation, Ali Djigel, qui est un garçon entreprenant, courageux et à qui je souhaite plein succès pour que la Central FM soit parmi les médiums les plus puissants sur la planète Terre. Merci Papa Latir. Aujourd'hui, pour retracer l'histoire de Thiès, Papa Latir occuperait une place de choix. C'est dû à quoi, monsieur? Choix, c'est un privilège. Tu sais, dans la vie des hommes, il y a ce que j'appelle une double caractéristique qu'on peut définir comme étant la destinée, la part de l'individu lui-même et la part de Dieu. Donc ces concours de circonstances font que chaque individu peut occuper une place. Choix peut-être, oui, j'allais dire, dû à un parcours. Parcours qui fait que Papa Latir Ndiaye, étant élève du CEM Mamadou Diaw, a été le cofondateur du foyer du CEM Mamadou Diaw vers les années 1984. Une fois le BFM en poche, Papa Latir Ndiaye, étant élève au lycée Malick Sy, a été président du foyer du lycée pendant 3 ans. 88, 9, 10, 11, pendant 3 ans, ce qui a été inédit. Jamais un élève n'a été président de foyer pendant 3 ans. Et de ce foyer, on a créé la coordination des élèves du Sénégal, où chaque région envoyait des délégués au niveau de cette instance nationale qui négociait avec le pouvoir en place en vue de la satisfaction des revendications des élèves. Donc ce parcours a pu me donner ce qu'on appelle en communication une autorité assistée. Une autorité assistée, mais après cela, j'ai été à l'éducation nationale du temps du professeur Moustapha Souran, en qui je rends un hommage appuyé, agrégé, petit-fils de Serigne Touba, fils de Massourang Sourang, recteur, ministre, qui a gardé son humilité, qui a gardé une humilité légendaire, appréciée ici au Sénégal comme au-delà de nos frontières. Donc, une fois à l'éducation nationale aussi, vous voyez, j'aime dire souvent que la vie est un ensemble de revers. Celui qui était président du foyer, membre de la coordination des élèves du Sénégal, qui posait les revendications, s'est trouvé dans l'autre face pour maintenant négocier avec ceux-là qui doivent poser des revendications. Donc, cette autorité assistée s'est transformée en une autorité spontanée, qui fait maintenant, l'un dans l'autre, j'ai pu quand même être connu en tant que quelqu'un qui posait des revendications pour satisfaire les élèves, mais en même temps, j'ai été au cœur de l'État en occupant des responsabilités au niveau du ministère de l'Éducation nationale, qui m'avait accordé le privilège de côtoyer de grands hommes comme Moustapha Souran, mais en même temps de me frotter à de jeunes dirigeants qui à l'époque étaient Birame Souleye Diop à Saint-Louis, dont Alioune Ndiaye lui-même était un sanarien. Quand on dit sanarien, c'est un ancien de l'UGB. Les Babacar Diop qui étaient à la fac de lettres et tant d'autres dirigeants avec qui j'ai négocié pour le compte de l'État. Donc je dis, à côté du peuple, je me retrouve au côté de l'État. Voilà un peu ce qui fait que à Thiès quand même, et dans le Sénégal, à Khombol, ou Antoine Diom me représenté en tant que membre de la coordination des élèves du Sénégal, Ablaye Seydou Sow me représenté au niveau de Diourbel en tant que membre de la CS, etc., etc. Ce qui fait donc ici et là, j'ai pu glaner un certain nombre d'expériences que je veux partager avec mes concitoyens thiessois et sénégalais. Voilà, donc de part et d'autre, si on fait le constat, Papa Latir est fortement impliqué dans le système éducatif sénégalais. Mais aujourd'hui, on voit une crise qui secoue le système éducatif sénégalais. Quel rôle pouvez-vous jouer
tu peux apporter une solution à ce problème-là? J'aime dire souvent que une solution, pour l'apporter, il faut d'abord problématiser. En posant le problème au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'enseignement en général, je dois constater qu'il y a une responsabilité partagée entre les enseignants, d'une part, qui a une responsabilité, mais qui est quand même mineure. Une responsabilité qui est collée au pouvoir public, aux gouvernants. Je dois avouer qu'au-delà de ces responsabilités des enseignants, que je dois définir en un seul mot, que l'enseignant est aujourd'hui appelé à faire plus d'efforts, à reconsidérer que l'élève qui est en face de toi est ton enfant biologique et non pas ton enfant spirituel. Si l'enseignant parvient à transcender cette barrière émotionnelle, psychologique entre l'enseignant, le père de famille, l'élève et je pense que l'enfant, il y aura encore une sorte de plus-value de la part de l'enseignant dans le cadre de son engagement. Je dois avouer que je dois rendre hommage aux enseignants du Sénégal. Parce que je disais à un ami enseignant, Aïmérou Diagne, une fois, je me suis évertué à vouloir donner des cours de rattrapage à 3 de mes enfants. Mais après 1 heure d'exercice, j'ai failli suffoquer parce que je n'ai pas pu avoir la concentration qu'il faut pour orienter mes propres enfants. Ça veut dire quoi? Que l'enseignant, il est prédestiné à donner des connaissances à des enfants. Donc voilà, au-delà maintenant de cette responsabilité qui est mince, je pense qu'il faudra le rendre hommage. Maintenant, au niveau des gouvernants, je pense que j'aime dire souvent que le gouvernement a intérêt à placer l'enseignement au cœur de ses priorités. Mais une fois que l'enseignement est placé au cœur d'une priorité, la question nodale qu'il faut régler, c'est mettre l'enseignant dans les meilleures conditions optimales. Ma solution première, c'est de dire qu'un enseignant, le salaire minimal d'un enseignant serait de 600 000 francs. Je dis un enseignant du primaire. Un enseignant du secondaire, j'allais augmenter son salaire jusqu'à 800 000 francs. Pour moi, de 600 000 à 1 million, l'enseignant du primaire, que le salaire vogue entre 600 000 francs et 1 million, l'enseignant serait dans des conditions optimales de pouvoir se donner encore davantage. Les enseignants se donnent beaucoup. Ça, c'est le premier élément de solution par rapport maintenant à cette problématique de l'enseignement. Maintenant, la deuxième chose, c'est que c'est le culte de la vérité qu'il faut cultiver. Quand l'enseignant pose une revendication, le gouvernement a 3 possibilités. J'ai appris de mes prédécesseurs, comme Moustapha Soura, qui disait, pour une question qu'on te pose, il y a 3 possibilités de réponse. Tu peux, tu fais. Tu peux pas, tu le dis élégamment que tu peux pas. Tu peux, mais que tu peux pas le faire immédiatement, tu moratories. Tu dis, je peux le faire, mais donnez-moi un délai X. Mais quand ces 3 possibilités s'offrent à une seule question, si le gouvernement s'accroche à cette possibilité-là, je pense que la confiance sera rétablie et les enseignants vont se sentir en confiance, vont se sentir responsabilisés et l'enseignement sera encore sur des volets. Donc, en présentant Papa Latir, on a précisé, ou bien mentionné même, président de l'Alliance pour la solidarité communicant. Papa Latir, est-il arrivé en politique ou bien il est tombé en politique? Disons que je suis arrivé en politique. Je dois dire que j'ai été marqué fortement pendant ma jeunesse par de grands hommes, Amad Kamara du PIT, qui a été mon professeur d'anglais au Sémoum Diaw. Et au niveau de DVF, quartier fortement politique, les Tehegei nous ont profondément marqués, nous ont profondément influencés. Et ce qui fait d'ailleurs que ces 2 éléments que je dois soulever, qui ont été des éléments influenceurs dans mon adhésion, dans mon adhésion à la politique. Mais je dois avouer, c'est dû aussi un peu à des conditions familiales, à des conditions sociétales, qui ont impulsé en nous la conviction que l'individu ne doit pas être le témoin impuissant. L'homme ne doit pas être le témoin impuissant face à toute situation. Et je me dis, par contre, quand tu ne fréquentes pas l'espace politique, quand tu ne participes pas au jeu politique, quand tu ne participes pas au débat politique, mais tu es un témoin impuissant, et pour moi, c'est un péché. Par contre, ce qui fonde
la création de l'Alliance pour la solidarité, qui a été créée depuis quelque temps et qui essaie, dans un premier temps, d'éveiller les citoyens, d'éveiller un peu les jeunes, d'éveiller un peu la conscience des gouvernants, d'être une sorte de sentinelle fondée sur des valeurs de Diom, des valeurs de Ngor, des valeurs surtout d'humilité, mais surtout, enfin, des valeurs de partage. J'aime dire que l'individu n'a pas le droit de thésauriser énormément d'argent, ça n'a pas de sens. Pour moi, la solidarité est la clé, c'est la solution unique. J'ai fait dire, est la seule solution pour tout développement communautaire. Et voilà pourquoi l'Alliance pour la solidarité a été créée en vue d'avoir un outil de participation à ce débat politique. Et ici et là, je dois me permettre de dire, avec l'Alliance pour la solidarité, on essaie d'aider les femmes à avoir une autonomie financière afin de développer des actions génératrices de revenus. Les jeunes, moi j'ai la hantise de voir un jeune qui est en âge d'aller à l'école, qui ne va pas à l'école. Au niveau des cellules qui sont à Kédougou, qui sont à Louga, qui sont à Kemer, qui sont un peu à Thiès, partout, dans pratiquement 30 quartiers de Thiès, qui sont à Lobodou, qui sont à Guet Ardo, qui sont à Kerabouria, qui sont à Touba. Quand je vois un jeune qui est en âge d'aller à l'école, qui n'est pas à l'école, je m'efforce à me poser la question pourquoi. D'aller voir ses parents et de me battre pour son insertion au niveau dans un établissement scolaire. Maintenant, pour ces jeunes qui sont plus en âge d'aller à l'école, on essaie tant soit peu, de par nos propres moyens, de leur trouver des permis de conduire. Parce que le permis de conduire, pour moi, est un métier. Quand l'individu est là, il peut trouver un métier, et le métier permet d'avoir créé un emploi. Voilà pourquoi, d'ailleurs, j'invite les hommes politiques du Sénégal, en particulier ceux de Thiès, à savoir que la politique tourne autour de ce que j'appelle les 5 grands ensembles. Le premier grand ensemble, c'est l'éducation. Ça me permet de venir encore que l'État, tout État sérieux, doit mettre à l'aise l'enseignant. Le deuxième pilier, qui est le deuxième grand ensemble, c'est la formation. Le troisième pilier, c'est l'emploi. Le cinquième pilier, c'est la santé. Le quatrième pilier, excusez-moi. Le cinquième pilier, c'est la mobilité. Voilà ce que j'appelle les 5 grands ensembles, que j'appelle le quintet groupal de ce que peut être les paramètres fondamentaux d'une bonne politique. Je pense que si c'est ici et là, les gens peuvent développer l'éducation, la formation, l'emploi, la santé, la mobilité, quand un axe de programme politique est fondé sur ce quintet-là, le Sénégal ira en avant. Le Sénégal ira de l'avant. Mais si on devait situer, par exemple, ou bien mesurer la superficie électorale de votre parti, de votre mouvance, l'Alliance pour la solidarité, elle s'étendrait à quelle superficie? Très bien. Je dois dire, tu me permets de revenir sur un point pour dire qu'à Tamba, on a des cellules, à Kédougou, on a des cellules, à Kaolack, on a des cellules, à Kaffrine, on a des cellules, à Touba, on a des cellules, à Kemer, on a des cellules, à Khombol et Tuan, on a des cellules, à Lobodou, dans Kormamarsa, on a des cellules, à Guet Ardo, on a des cellules, à Louga, on a des cellules, et à Thiès, Mendefal, Kaosara, Ersan, Darussalam, Malémine Senghor, DVF et Glo, on a des cellules. Et nous nous évertuons à être dans une coordination parfaite, fondée non pas sur ce que j'appelle le money talk, l'argent qui parle. La politique aujourd'hui est infestée par l'argent. Je ne bannis pas l'entraide et la solidarité, mais je bannis l'achat de conscience. Je vais y revenir plus tard dans mon développement. Mais donc, l'Alliance pour la solidarité est dans ça, dans l'occupation de l'espace, dans une planification, mais dans une coordination. Voilà un peu, en termes d'occupation de l'espace, là où l'Alliance pour la solidarité s'est installée et continue en élastique à faire le maillage du territoire afin, combat numéro 1, éveiller les masses. Permettez-moi de dire ma honte et ma frustration. Quand je vois un homme politique qui n'a pas de vécu, élève, tu n'as participé à aucun combat démocratique. Étudiant, tu n'avais pas la voix au chapitre. Adulte, tu as de l'argent.
Tu ne t'entoures pas de conseillers qui peuvent t'orienter à faire la politique autrement. La politique autrement est le credo de l'Alliance pour la solidarité, parce que nous avons de l'expérience qui peut nous permettre de savoir qu'il faudra réorienter l'action politique vers le développement, vers l'humilité, vers la vérité, vers le diom, vers le ngor. Je disais en tantôt que ma frustration et ma honte, c'est quand quelqu'un a de l'argent, pour mobiliser, il donne des pérdiums. Pour mobiliser, il donne des t-shirts. Je dis que ça, on doit dire basta. C'est une honte, une frustration. Dans ce cas, vous faites allusion à qui ou bien à quelle mouvance politique? Disons que à beaucoup de gens, beaucoup d'hommes politiques. Tu peux dire, je mobilise pour tel leader, je fais une commande importante de t-shirts. Je dis, t-shirt 3000 pour chaque personne. Mais c'est du n'importe quoi. Pour moi, quand tu commandes 10 000 t-shirts par manifestation, 10 000 et tu as 10 manifestations par an, c'est 100 000 t-shirts. Tu dis 5 000 francs pour chaque participant, pour chacun qui entre dans le cadre, mais c'est beaucoup d'argent. Cet argent peut être réinvesti dans des actions de développement. Cet argent peut être réinvesti dans des actions de solidarité. Cet argent peut être réinvesti à aider les gens qui sont dans les hôpitaux, qui ne peuvent pas se soigner. Quand l'individu fait de bonnes actions, sans du matu vu, le miséricordieux, le sublime, lui le seul, le maître, te paiera, te rétribuera à une dimension, à un niveau insoupçonné. Pour moi, c'est ça un peu la valeur fondamentale de l'homme politique qui a un peu d'argent. Parce que tu sais, Dieu est le seul qui puisse partager, le seul capable de donner, d'attribuer, de faire, de défaire, d'orienter, d'aider. Quand tu as la chance d'être dans un angle où Dieu te pourvoit de moins, pour moi, il faut utiliser ces moyens à bon escient. Et non pas dans une pratique d'achat de conscience. Ça, c'est une pratique que je bannis. C'est une pratique que l'on bannit. Mais l'Alliance pour la République est-il un parti de contribution ou un parti d'opposition? Une organisation sentinelle. Sentinelle. Sentinelle, quand le pouvoir fait de bonnes choses, nous apprécions. Quand le pouvoir dérègle, nous tapons. Quand les gens qui sont dans l'opposition font de bonnes choses, nous apprécions. J'aime dire souvent que j'ai été à la mairie de Thiès pendant 1 an et demi. Le remplaçant de l'ancien maire, Babacar Diop, qui est de l'opposition, quand je vois qu'il fait des efforts dans le cadre de vie, dans le cadre du cadre de vie, excuse-moi, quand je vois qu'il fait des efforts dans le cadre de l'éclairage public, mais j'applaudis. Parce que je suis citoyen qui soit et j'en bénéficie. Donc, c'est ni une organisation de contribution, ni une organisation d'opposition pure, mais c'est une organisation sentinelle qui dira la vérité comme on la sent, qui exprimera des points de vue, non pas des points de vue objectifs, comme nous le pensons, et nous sommes ouverts maintenant au dialogue pour tout individu qui pensera qu'on pourrait lui attribuer de par notre expérience syndicale, de par notre expérience académique, mais surtout de par notre expérience en ayant fréquenté d'éminentes personnalités religieuses. J'aime dire souvent qu'en 90-91, j'ai passé 3 jours à Diacksao auprès du saint homme Mam Abdelaziz Dabakh, qui me prenait pour son enfant. Après nous avoir reçus en tant que membre du foyer dans la mosquée de Mam El Hadj Malick Sy, 1 an après, il m'a invité à Diacksao et pendant 3 jours, de par son comportement, j'ai senti qu'il voulait m'apprendre encore la vie. Et cet apprentissage ces leçons que j'ai reçues de lui, ont été parachevées par 15 ans de fréquentation assidue dans l'intimité de Al-Amin, qui m'a beaucoup appris. Et donc, pour moi, ce que j'appelle les connaissances académiques coexistent avec ce que j'appelle les connaissances empiriques. Les connaissances empiriques, c'est les connaissances qu'on vit dans l'action, qu'on vit en fréquentant des gens qui ont de l'expérience, qui ont des connaissances. Donc, je disais, Mam Dabakh m'a beaucoup appris, Al-Amin m'a trop appris.
Serigne Saliou Touré m'a beaucoup appris. Cette somme de connaissances glanées dans le cadre de mes fréquentations avec ces éminentes personnalités, je peux les partager avec qui veut, dans le sens de l'intérêt du Sénégal. Dans le sens de l'intérêt du Sénégal. Mais le tableau politique du Sénégal est dichotomique. C'est une opposition qui s'oppose ou bien un pouvoir qui cherche à se maintenir au pouvoir. Mais si vous avez un langage à tenir, voulant être sentinelle, comment allez-vous convaincre ceux qui pensent qu'il faut, quand on est dans l'opposition, taper dur, quand on est dans le camp du pouvoir, essayer d'amadouer les populations pour un peu tout pour les endormir? Très bien. Amadouer, l'expression, le verbe est scié. C'est ça la pratique politique gouvernementale. Le terme est scié, mais malheureusement, il est galvaudé. Parce qu'un homme politique ne doit pas amadouer. Il doit impressionner, convaincre, de par ses comportements, de par les actions qu'il pose, pour l'intérêt du Sénégal. Je disais tout tantôt qu'il y a la temporalité politique, il y a la temporalité de l'opinion publique, il y a la temporalité électorale. Celui qui amadoue, il est dans la temporalité électorale. Pour définir un peu la temporalité électorale, c'est quelqu'un fait une action uniquement pour des élections. C'est Abadi. C'est ça, là, c'est là où amadouer a un sens. Mais malheureusement, il est mauvais. Il y a la temporalité de l'opinion publique qui s'associe à la temporalité politique. La temporalité de l'opinion publique, c'est quoi? L'opinion publique, c'est quand l'opinion publique juge à travers de bonnes actions. La temporalité politique, c'est avoir un programme auquel on croit. Et on se bat pour l'exécution de ce programme-là. Les deux sont liés, la temporalité politique et la temporalité de l'opinion publique. Quand les deux sont liés, là, c'est l'opinion qui te juge. Et que ces deux éléments concentrés vont influer inéluctablement, sans pour autant que tu le vises, cet objectif-là, sur ce que j'appelle la temporalité politique et électorale, parce que quand l'opinion publique te juge tes actions, mais ils vont voter pour toi. Donc ça n'a pas de sens. Maintenant, pour ce gouvernement, pour les gouvernements, je dois dire qu'il faudra être dans le temps de l'action, conformément à ses valeurs, conformément à son programme politique, réaliser, faire du bien, et non pas thésauriser. Et pour ce faire, je dois avouer que les gouvernants sont responsables, mais les citoyens aussi sont responsables dans le comportement du gouvernement. Maintenant, je vais revenir pour ne pas trop m'épiloguer sur le comportement du gouvernement, sur l'opposition. Tu sais, le radicalisme, l'extrémisme doit être banni. Mais c'est payant quand même. Malheureusement, et ça, c'est la responsabilité du citoyen. Maintenant, une opposition doit dire la vérité. J'ai fait emprunter l'expression d'un grand penseur qui disait « l'opposition doit cracher la vérité ». Chez les hommes de lettres, les mots ont sens en fonction de leur tonacité, de leur teneur. Ils doivent cracher la vérité. Oui, je suis d'accord. Mais cracher la vérité ne signifie pas être dans le nihilisme, ni dans la violence. Ni dans le nihilisme, ni dans la violence. Le nihilisme pour les auditeurs élèves, c'est quand quelqu'un nie tout, considère que rien n'est bon. Donc l'opposition doit cracher la vérité, mais ne doit pas être dans le nihilisme, ni dans la violence. Est-ce que ce n'est pas une commande de la jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, l'électorat sénégalais est majoritairement composé de jeunes. La jeunesse, par excellence, elle est violente. Mais si vous venez, par exemple, emprunter une autre voie qui n'est pas le nihilisme, dire, par exemple, que le parti au pouvoir, c'est vrai qu'il fait des actions, etc. Mais là, c'est comme une provocation. Je suis d'accord. En réalité, ce que j'appelle la proportionnalité du discours par rapport à la conscience, au niveau de conscience d'une jeunesse. Je dois avouer que c'est encore une temporalité électorale. L'homme politique, son devoir premier, c'est de se dire, est-ce que ce discours que je tiens est conforme à ma conviction? Il va falloir que les hommes politiques essaient de créer un corollaire entre l'image qu'ils veulent qu'on ait d'eux et la personnalité véritable qu'ils incarnent. Tu es dehors, tu es devant une masse, tu tiens un discours populiste parce que tu vas être dans l'applaudimètre. Parce que tu sais que cette jeunesse-là, quand je tiens un discours violent, cette jeunesse va m'applaudir. Une fois chez soi, tu as un regret profond par rapport au discours que tu tiens parce que tu n'y crois pas. Ce n'est pas bon.
ce qui est arrivé pour moi, Birame Souleye. La césure qu'il faut créer dans ce que j'appelle la théorisation politique, c'est de dire, voilà la vérité, voilà ce à quoi je crois. Je tiens ce discours-là à n'importe quelle foule, à n'importe quelle masse, afin que de cette masse naîtront des leaders intermédiaires qui vont conscientiser l'autre masse. Pour moi, c'est un exercice périlleux pour un politique qui va gagner en popularité, mais parfois les décisions impopulaires sont à prendre, parce qu'une décision impopulaire peut être impopulaire. Une année, 5 ans après, cette décision est vraiment populaire. Pour moi, c'est un problème de courage, une question d'objectif, mais c'est une question de philosophie. Tu sais, mon cher Ali, je disais qu'en tant qu'une idéologie, c'est une idée, c'est un rêve, c'est une théorie. Mais quand elle n'est pas adossée sur des valeurs, mais elle ne fera pas long feu. Donc, il faudra que les gens incarnent des valeurs. Cette valeur de vouloir servir mon pays, ma patrie. Cette valeur de vouloir être dans l'action pour l'intérêt de ma nation. Dire la vérité aux gens, quitte à être impopulaire, mais à un moment donné, quand les gens se rendent compte que tu avais raison, mais ils vont adhérer à ta cause. Mais est-ce qu'il ne faut pas utiliser le langage de la violence face à un régime qui, chaque fois, met un peuple dans une situation de démocratie très reculée, ou bien on parle même de l'affaissement de la démocratie sur le plan de la justice, sur le plan économique, sur le plan social. Sauf chaque fois, c'est des problèmes qu'on remarque. Maintenant, s'il y a une opposition qui est là, qui caresse la bête dans le sens des poils, est-ce qu'on peut véritablement accorder du crédit à ce parti-là? Vous savez, je suis tout à fait d'accord, mais vous savez, je vais raconter une anecdote qui est particulièrement sensible, pour démontrer que la violence ne prospère pas. Elle n'est ni acceptée, la violence, dans la religion musulmane, ni dans la religion chrétienne. Quand on est croyant, contente-toi de dire la vérité conformément à ta conviction, se fondant sur les principes sociaux, sur les principes de société, mais en se fondant sur les principes de la religion à laquelle tu crois. Si tu es dans ça, sans violence, je suis profondément croyant, quand on est dans la vérité, mais Dieu te rétribue. On a vu des gouvernants qui ont été dictatoriaux, où il n'y avait même pas une possibilité d'exprimer une opinion. Il n'y avait même pas de médium, où il n'y avait même pas de possibilité de réunion. Dans le cadre d'une vérité, d'une approche de vérité, pas violente, mais fondée sur la vérité, mais ces régimes ont été out. Pour moi, il faut bannir la violence. J'aime rappeler d'ailleurs aux gens que quand je fus élève au lycée Malick Sy, j'ai été profondément marqué par une scène. On faisait une marche jusqu'à hauteur de la gendarmerie. Le commissaire Léopold Diouf, qui fut commissaire central de Thiès, nous a stoppés de par ma fougue de jeunesse. J'ai eu un comportement extrêmement violent. Je lui ai raconté que je l'avais pris au collet. Ah oui, je l'avais pris au collet. Il était avec ses troupes, mais il a eu la sagesse de dire aux gens, ne réagissez pas. Il m'a parlé. J'ai eu honte. Cette image, quand elle arrivait dans ma tête, je frissonne, je frémis. Pour donc dire que la violence n'a pas de sens. Et pourtant, des gens ont triomphé sans discours violent. Citons pêle-mêle Gandhi. Citons celui qui a été mis dans des conditions atroces pendant 26 ans, Nelson Mandela. Il est sorti. Il a tenu un discours paisible. Mais j'ai failli dire puissamment paisible pour réconcilier les habitants de South Africa. Il aurait dû être marqué par tant d'années de privation de liberté, d'atrocité. J'ai failli même dire qu'il devrait être psychologiquement diminué. Mais il est sorti en grand, en tenant un discours
qui a apaisé les cœurs, qui a apaisé les esprits, qui a réconcilié cette population. Alors, tu me dirais, si Nelson Mandela avait un discours violent à sa sortie de prison, c'est une catastrophe. Le pays dans le chaos. Voilà un peu donc pour moi que de discours violents venant de l'opposition. Je suis tout à fait contre, mais que de discours violents, méprisants, des comportements injustifiés qui plombent la démocratie, qui rend injuste la justice. La justice doit rendre des décisions justes. Mais quand des comportements injustes rendent la justice injuste, je bannis cette pratique. Et que ces gouvernants doivent savoir qu'on avait Senghor, on avait Diouf, on a Wade. Bientôt, on va dire, on avait Macky Sall. Le temps passe, les hommes sont là, et je pense qu'il faudra à ce niveau-là se fonder sur l'altruisme, qui est l'image d'un bon Sénégalais, le comportement d'un bon patriote, et dire que le record que l'individu peut atteindre dans une course dépend à 5% de sa volonté, mais à 80% de la volonté divine. De la volonté divine. Croyez-vous à la tenue des élections au mois de février prochain? Oui, profondément j'y crois, parce que on a l'impression que certains, que je ne vais pas citer, ont envie que ces élections-là, que des conditions atroces soient créées pour que ces élections soient repoussées. Qui, par exemple? Je ne veux pas les citer, mais... c'est de l'opposition ou du pouvoir? Bon, naturellement, je ne vais pas les citer, mais malheureusement, le rouleau compresseur est déclenché. Mais il semble que du côté du pouvoir, il s'attendait à ce qu'il y ait chaos. Quand on emprisonne ou bien quand la justice revient sur sa décision, il voulait que le pays s'embrase pour qu'au moins trouver un prétexte pour repousser les élections. Il y a des gens qui font ces commentaires, mais moi je dis souvent que quand un débat se pose et qu'il n'est plus d'actualité, je n'aime pas trop m'y épiloguer. Est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai? Dieu soit loué, on n'est pas arrivé à ça. Et ces élections-là, malheureusement, comme j'ai dit, le rouleau compresseur est déjà déclenché. Et ce rouleau est tellement puissant que personne ne peut l'arrêter. Allons à des élections paisibles, apaisées, que le Sénégalais et la Sénégalaise puissent choisir chacun en ce qui les concerne, chacune en ce qui la concerne, le candidat de son choix, le meilleur gagne pour l'intérêt du peuple sénégalais. Souhaiteriez-vous que M. Ousmane Sonko participe à ces élections? Ah oui, moi je suis pour des élections inclusives. Si chaque citoyen sénégalais qui veut candidater, on doit créer les conditions pour que ces élections laissent place à toute candidature possible, dans le cadre du respect des normes et règlements judiciaires, qui sont entre les mains de Sénégalais en qui je lance un appel solennel pour dire, jugez selon vos consciences, mais donnez la primauté, non pas à vos consciences, mais donnez la primauté au texte. Il y a une expression que j'apprécie pas trop quand on dit, le juge juge en fonction de son intime conviction. Comme si la justice est individuelle personnelle. Je dirais que ça, c'est une expression parfois que les grands théoriciens de ce monde, depuis Lamartine, depuis, parfois font des erreurs d'expression. Et personne n'ose s'attaquer à ces expressions-là. Les gens aiment citer de grands auteurs, sans autant se rendre compte que ces grands auteurs n'ont pas l'exclusivité de la vérité. Ils ne sont pas Dieu, ils peuvent se tromper. Quand on dit intime conviction, mais ça devient gravissime. Pour moi, jugeons conformément aux textes et règlements établis par le législateur. Et si on se rend compte dans le cadre de la pratique ou de la théorie que le législateur s'est trompé, ensemble, nous nous battons pour l'amélioration du système judiciaire, du système législatif, etc., etc., etc. Mais pour moi, cette justice-là doit s'adosser sur la vérité pour ne pas que les gens sentent qu'il y a une justice à deux niveaux. Face à cette justice à deux niveaux, entre guillemets, Ousmane Sonko a-t-il les chances de participer à ces élections? Disons, chance, souhait, laissons le temps au temps. Parce
C'est le président Macky Sall, dans ses dernières sorties, entre regret et remords, il ne regrette pas ce qui est arrivé à Ousmane Sonko. Quelle lecture vous faites de cette... Disons, tu sais, je dois d'ailleurs trouver l'occasion de penser que le Sénégalais est très fort en interprétation. On dit regret, frustration, sans pour autant être l'avocat de qui que ce soit. Pour moi, c'est en pleine conscience qu'il a pu renoncer à sa troisième candidature. S'il devrait arriver à ce niveau de regret, pour moi, il ne l'est pas renoncé. C'est un problème de langage. D'ailleurs, ça me permet de rappeler une fois, quand les Sénégalais ont critiqué Maître Abdoulaye Wade. Quand il a dit une fois, Macky Demoula, les gens l'ont attaqué en oubliant que c'est une icône qui a donné sa vie au Sénégal. En oubliant que c'est lui qui a créé les conditions pour que le mot émergence ait une place de choix dans le discours sénégalais. Et pourtant, quand il disait ça, à mon avis, c'est comme entre amis, on dit boy gagne quoi, boy dem quoi. En réalité, c'est ce que j'appelle l'expression qui sort un peu d'une théâtralisation pour apprécier l'être humain. J'en passe. Pour revenir maintenant au propos du président Sall, le président Sall, à mon avis, est assez mature et assez imbu de sagesse pour ne pas être dans le regret et tenir des discours violents. Pour moi, il est dans un discours offensif de rattrapage. J'aime dire souvent que le gouvernement du président Macky Sall a senti à un moment donné qu'il ne faisait plus l'action. Que c'est l'opposition, Ousmane Sonko, qui faisait l'action. Et il réagissait. Comme disait quelqu'un, toute action fait appel à une réaction proportionnelle. Malheureusement, le candidat, enfin, l'opposant Ousmane Sonko, mène des actions à une vitesse éclair. La réaction du pouvoir tardait très souvent. Ils se sont rendus compte de ce retard. Le président Macky Sall maintenant dit, je n'ai plus rien à perdre, je n'ai plus de présenteur d'ordre électoraliste. Maintenant, moi, je vais être dans l'action, dans la riposte. Excuse-moi, dans l'action, non pas dans la riposte, je vais être dans l'offensive. Pour ce faire, d'ailleurs, tenez-vous bien, moi, je pense que le président Macky Sall porte le manteau d'un directeur de campagne. Effectivement. Donc, son discours s'y est par rapport au profil, à son nouveau statut de directeur de campagne du candidat qu'il a choisi. Voilà pourquoi il est un peu dans l'offensive. Cette offensivité maintenant du président Macky Sall peut laisser penser qu'il est dans la violence verbale. Je ne pense pas. Dans la violence verbale, je ne pense pas. Mais dans la situation politique du Sénégal, et on ne peut pas donner une situation à cette situation politique-là, une orientation à cette situation politique-là. Le président Macky Sall, qui avait laissé son dauphin faire le tour du Sénégal pour des tournées économiques, à un certain moment, c'est comme si c'était un échec. Il reprend le flambeau pour continuer cela. Quelle lecture vous faites aussi de ces sorties? Je me dis souvent que j'aime bien l'expression quand quelqu'un me dit le tout fait l'ensemble des partis. Les partis font le tout. Même si les partis peuvent être différentes. Qu'est-ce que cela veut dire? Au Sénégal, quand on est à l'approche d'élection, on dit tout doit être net. C'est-à-dire que tout le monde doit être au même niveau, etc. C'est ce que je appelle le tout. Quand je dis que le tout fait partie, et c'est l'ensemble des partis, que les partis font le tout, mais les partis sont différents. C'est que le gouvernement d'un pays a le droit d'abord d'aller vers ses populations en temps normal. Ça, c'est une mission. Maintenant, est-ce que le président Macky Sall a envoyé, comme je dis, en précurseur son candidat qui a échoué? Je n'apprécie pas ça trop. Et qu'il reprend le flambeau. Pour moi, ils sont dans leur devoir de faire le tour du pays, en tant qu'État, en tant que République, en tant que des gens qui ont une mission de gérer cette cité-là, qui est le Sénégal. Maintenant, l'opposition n'a qu'à se conformer aux lois et trouver des canaux. Exemple, les médiums sont des canaux de communication.
Et au finish, comme au Sénégal aujourd'hui, il y a la radio, il y a les journaux écrits, mais il y a le net, les gens peuvent passer par beaucoup de canaux pour pouvoir livrer le message, et que c'est le peuple sénégalais souverain qui va élire le futur président du Sénégal. Le futur président du Sénégal. Pape Zade, on va faire un peu de syntaxe pour revenir à votre parti, l'Alliance pour la solidarité. J'ai remarqué communicant. Pourquoi pas communicante? Disons que j'ai appris de mon professeur de latin, quand je faisais le CM Moumoudou, Dominique Ndiaye, on l'appelait Alex. Un nom très célèbre. Il me disait, le masculin l'emporte sur le féminin. Et qu'on ne peut pas être trop détaillant en terminologie. Voilà pourquoi simplement qu'on a utilisé communicant. Donc dans cette superposition, le plus souvent, on préfère mettre le masculin à côté de l'adjectif pour donner plus de sens au texte. Tout court, simplement parce que j'avais entendu un autre grand penseur qui disait, tu sais, ça c'est pour les enseignants d'ailleurs, qui m'ont beaucoup appris, que le te dans la prononciation semble être rigoureuse. Semble être rigoureuse. Voilà pourquoi très souvent, on préfère, excusez-moi, masquer le E pour se limiter un peu à un. Pour se limiter à un. Parce que là tu sais, l'expression sort d'où? L'expression ne sort pas. Et la bouche n'est qu'une sorte de lantinore. Mais l'expression sort de notre tréfonds. Et la prononciation, autant elle est facile, elle est plus facile pour l'individu, autant cet individu-là la soit cette expression. Je me suis attardé un tout peu parce qu'il y avait un problème entre Senghor et comment il s'appelle encore, Cheikh Anta Diop, dans la création de son parti. Maintenant, il y a deux éléments qui attirent mon attention dans l'existence de votre parti, la solidarité. Et tout à l'heure, pour la solidarité, vous avez évoqué les femmes et les enfants. Pourquoi ce choix? Disons que les couches vulnérables. Mais c'est les hommes qui supportent les foyers. Les couches vulnérables. Les couches vulnérables, c'est les enfants et les femmes. Maintenant, d'abord pour solidarité. J'ai été profondément marqué quand Serigne Abdou Al-Amin, journalièrement, devant moi, et ça passait par mes mains, distribuer 10 millions à des nécessiteux. Et des jours où il n'avait pas d'argent, il n'avait pas envie de recevoir. Des jours où il n'avait pas d'argent, il n'avait pas envie de recevoir. Et dans des hommes politiques en disgrâce, d'anciens responsables, d'anciennes personnalités qui étaient aux responsabilités, qui n'en avaient plus, le fréquenter, il les aidait. J'ai été profondément marqué par ça. J'ai été profondément marqué par l'acte de Serigne Saliou Touré, qui une fois, il m'a invité à un dîner. À la première poignée de main que j'ai mis dans ma bouche, je l'ai regardé. Oh, combien ce fut non délicieux. Malgré qu'il mobilisait beaucoup de ressources pour les talibés d'ici et de Khelcom. Ces érudits m'ont appris qu'il faut être dans la solidarité. Ça fait partie, outre les conditions de ma naissance, comme j'aime dire que j'ai eu 3 mois, mon père est décédé, il était enfant unique, ma mère est enfant unique, je n'ai pas de grand frère, ma mère m'a poussé à me battre, outre ces conditions de naissance et d'éducation. Le fait que j'ai fréquenté ces grands érudits m'ont inculqué cette valeur de solidarité. Pour moi, il faut aider. Il faut aider. Il faut aider. Quand on n'aide pas, quand on n'aide pas, on n'est pas humain. Solidarité est née de ce que j'appelle ces émotions que j'ai vécues dans ma jeunesse, en fréquentant Serigne Saliou Touré, en fréquentant profondément Serigne Abdou Al-Amin. Et par conséquent, je me dis il faudra cibler ce que j'appelle les couches prioritaires à mon avis, les femmes et les jeunes.
Pour les hommes supportent les femmes. Tu sais, les hommes, tantôt, quand tu renforces le portefeuille d'un homme, tu sais le plus souvent à quoi il pense, comme disait Moussa Souran, une autre femme ou une gueule. Alors la femme, tu lui procures des moyens de subsistance. Elle ne fait que renforcer le panier pour la marmite. Et l'entretien de son foyer. L'entretien de son foyer. La marmite, un repas délicieux à l'entretien de son foyer. Un enfant, tu investis sur lui. Tu lui inculques des valeurs très fortes. Cet enfant adolescent sera un homme respecté, respectable, qui pourra un peu être ce que j'appelle le relais d'une solidarité dans l'humanité. J'aime dire souvent d'ailleurs, je l'ai dit dans une émission, cette solidarité est le meilleur outil d'un autodéveloppement. Quand je parle d'autodéveloppement, ce n'est pas pour à l'étranger. On parle de oui, partenariat nord-sud, partenariat. Moi, je crois à l'autodéveloppement. L'autodéveloppement centré sur nos propres possibilités, connaissances humaines, ressources naturelles, bonne gouvernance, mais solidarité entre nous. Je dois apprécier d'ailleurs le comportement de certains entrepreneurs qui réinvestissent, comme Ali Djigal de Central FM, pour créer des emplois. J'ai dit tantôt à un ami que j'ai décompté après ceux-là qui ont de l'argent à Thiès entre 200 millions et 1 milliard. Adune, le nombre de Thiessois que j'ai décompté, détenteurs de cette somme, d'intervalle entre 200 millions et 1 milliard, si chacun prenait 2% de son avoir, cette somme ramassée pouvait réouvrir la NSTS et créer 5 encore NSTS. La NSTS a une capacité d'emploi de 4 000, ce sera 4 000 fois 5, on va se retrouver avec 20 000 emplois à Thiès. Donc pour moi, c'est une forme de solidarité. Et que cet investissement ne serait pas nul, parce que quand tu investis tant d'argent, tu en gagnes. Sauf que maintenant, il faudra que les gens, dans le cadre de ce que j'appelle le retour sur l'investissement, visent moins de plus-value, mais acceptent de ponctionner sur leur avoir afin de créer des usines, afin de créer des industries. Afin de créer des industries. Mais vous bannissez le pouvoir de l'argent dans la massification des partis. Ah oui. Quel est donc votre cheval de bataille pour faire adhérer ces Sénégalais, ces Thiessois-là à votre cause? Je disais, je dois compter d'abord sur les enseignants. Que vous êtes. L'enseignant qui est dans une classe, au-delà que dans le cadre de ce que j'appelle les cours, moi j'aime dire que le programme scolaire est théorisé sur un certain nombre de concepts. Mais l'enseignant a la possibilité de créer dans sa classe ce que j'appelle le cours citoyen. Dans son comportement et dans son discours, je dois compter sur les enseignants. J'aime dire d'ailleurs à des amis enseignants... Pour faire comprendre aux autres, est-ce que la politique a sa place dans l'éducation, dans l'enseignement? En réalité, c'est un discours citoyen. Tu sais, quand on dit, l'enseignant peut dire à l'élève, est-ce que ce matin tu as dit bonjour à ton père? C'est un message puissant. L'enseignant peut dire à l'élève, mais attends, est-ce que toi tu as préparé ton petit déjeuner? Il dit non. Il dit aux autres là, mais il faut l'aider. Il est en train d'inculquer aux enfants une idée de solidarité. Parce que l'enseignant a beaucoup d'influence sur l'élève. Mais en même temps, dans le comportement de l'enseignant extrascolaire, je disais à des amis enseignants, vous êtes des théoriciens, vous êtes des idéologues, vous êtes des précurseurs, ne soyez pas des aventuriers. Pour moi, l'enseignant ne doit même pas fréquenter quelqu'un qui fait de la politique en distribuant de l'argent. Dès lors que tu fréquentes quelqu'un, parce qu'il y a la caisse qui parle, la caisse c'est l'argent. Il y a ce que j'appelle les guichets automatiques. L'élève qui est, quand tu es enseignant au service d'étudiant ou à l'école d'étudiant, l'élève qui est ton voisin, te voyant s'afficher sur débordante en distribuant des t-shirts, mais il te discrédite. Il sait pertinemment
que c'est un peu la caillasse qui te fait courir. Pour moi, je dois continuer les enseignements. Deuxième chose, la dernière fois qu'on a lancé qu'on a fait le lancement du Mbalas, il y avait 10 000 personnes, il n'y avait ni t-shirt, ni podium. Les gens sont venus parce qu'approchés par des discours sincères, les gens sont venus parce que dans le temps, on a eu d'excellents rapports fondés sur la sincérité, fondés sur la solidarité, mais fondés aussi sur le fait que moi je me suis sacrifié pour aider beaucoup de gens. Étant élève à Malick Sy, j'ai aidé beaucoup de gens de ma génération à être recasés à Malick Sy, étant élève. Étant à l'éducation nationale, j'ai pu aider énormément de Thiessois à être enseignants. C'est des milliers. Énormément de Sénégalais à avoir des bourses. Pour moi, cette façon de faire doit être la seule façon de faire de la politique. Est-ce que ces gens-là, vous comptez sur eux pour rendre l'appareil? Disons que parfois ça me fait rire. Ça me fait rire parce que ça me fait rire et ça fait parfois, ça fait des pincements de cœur. Mais je préfère ne pas commenter sur ce point. C'est ça. Que reste-t-il de votre compagnonnage avec Togola, avec Assane Diop? Assane Diop, il est venu après vous? Oui, Assane Diop sont venus 4 ans après nous. 4 ans après vous? Togola, un garçon merveilleux. Il m'appelle Assane Diop, je l'ai eu au téléphone il n'y a même pas longtemps. Déthié Diouf, qui est un peu celui qui incarne beaucoup de mes comportements. Les Moussa Tine, qui ont été des gens que j'ai quand même formatés, les Ndiagasila, que j'ai aidés, que j'ai formatés. Parce que les gens oublient au Sénégal et à Thiès, c'est que Kounangou et Koubaï, j'ai profondément marqué l'espace scolaire. À l'anecdote, c'est Latir Ndiaye qui a posé la revendication pour que le CM Malick Sy soit délocalisé. Et les historiens au Sénégal parfois l'oublient. Ou bien on la paresse de rechercher, ou bien on la vanité de dire la vérité. Je me suis hasardé un jour à aller au CM, au bâtiment 1, qui abritait le CM. J'ai vu des gens qui fumaient du chanvre indien. Ça m'a fait tiquer. J'ai posé la revendication pour dire, quand des gens, des adultes vont derrière le CM, derrière le bâtiment 1 pour fumer du chanvre, ils vont influencer nos cadets. J'ai posé la revendication pour dire que le CM va être délocalisé. Le CM va être délocalisé. Donc si on devrait prendre un parrain pour le CM ici, c'est le CM qui l'a fait. Maintenant, pour les jeunes, Mandiaga, Moussa Tine, etc., et beaucoup d'enseignants que j'ai aidés, de quand on est en contact, un des Diouf, lui, quand on se voit, c'est pratiquement une retrouvaille familiale. D'autres, par contre, ça fait parfois mal. Je vais terminer par un exemple. Un jour, j'ai pris un homme, je l'ai mis dans l'enseignement. C'est moi qui suis allé vers lui pour lui dire, attends, tu es dans le chemin, mais viens faire attention. Il était un animateur d'enseignement. Je l'ai mis dans l'enseignement. 3 mois, il me dit, ma femme est dans des conditions difficiles. Je mets sa femme. 1 an après, une amie voisine qui est sur le me dit, attention, autant tu as pris cette femme, mais son frère supporte la famille. C'est pour le frère, ils sont 3. Un jour, autour du bol, ces 3 étaient en train de m'insulter. Et c'est le moment qu'il a dit, mais attends, mais le tchébouline que vous mangez là, vous l'avez acheté avec vos salaires, vous 3. Mais l'homme que vous insultez, c'est lui qui vous a mis dans l'enseignement. C'est l'ingratitude. Mais attends, je ne m'en même pas. Tu sais pourquoi? C'est lui qui nous a créés. C'est Dieu. Tout le monde ne se conforme pas à cette recommandation. Effectivement. Bon, je voudrais avoir vos sentiments quand vous prenez les allées du lycée Malick Sy. Mais aujourd'hui, nous avons un collègue du lycée Malick Sy qui est entre les mains de la justice, un professeur de français. Est-ce que vous avez un message à lancer pour sa clémence? Ah oui, je dois dire que pour les motifs de son incarcération, d'abord, ça peut être une erreur, mais voilà un garçon formidable. Formidable. J'aime dire que la loi, c'est les règlements. C'est les règles. Mais les gens oublient que c'est les coutumes. Le fait de faire un témoignage sur lui doit influer dans l'attitude de ceux-là qui l'ont incarcéré. Deuxième chose, les fautes commises, excuse-moi, les fautes qu'on lui attribue. Là, je ne suis pas juge pour le juger. Pour moi, il n'est pas tout à fait responsable. Et enfin, j'insiste pour qu'il soit libéré. Il en a besoin. Sa famille en a besoin.
ces élèves en ont besoin. Le lycée aussi, parce qu'il n'y a que des professeurs de français en ce lycée Malick Sy. Donc, monsieur, vraiment, ce fut un grand plaisir. Si vous avez un message à lancer à ceux qui vous écoutent aujourd'hui, serait quoi le dernier message? Message dit simplement à mes amis, soyons dans l'humilité, refusons la politique de podium et de t-shirt, opposant discours de vérité et non violent, gouvernant, soyez dans la sincérité parce qu'on vous a confié nos deniers. Jeunesse, respectons les anciens, ils constituent la boussole de notre pays. Merci, M. Papa Latir Ndiaye, président de l'Alliance pour la solidarité communale, qui était notre invité d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous prochainement avec un autre invité. À la maison, en voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter.